là. Et là, vous allez voir encore ce soir, on est dans un autre registre complètement. On va terminer avec un spécialiste en intelligence artificielle et une néphrologue qui est également spécialiste en épidémiologie, là aussi où les données, les grands ensembles de données sont ô combien importants. Alors, je vous prie d'accueillir Héloïse Cardinal et Andrea Lodi. Eh bien, merci à vous deux. Vraiment, une soirée, c'est passionnant, vraiment. En tant que chercheur, là, de voir ces histoires-là... On a beaucoup appris. Gens, ça doit être inspirant quand même. Oui, tout à fait. Moi, j'ai des questions. Ah oui? Oh! Ah oui? Ben, Moi, j'aime ça, les questions. J'aime ça. Pendant la discussion plus tard, si vous voulez. OK, parfait. Bon, on va vous demander de garder votre question pour plus tard. Donc, je rappelle vos titres parce que c'est important de voir d'où vous venez. Vous êtes néphrologue, donc, au CHUM, Héloïse Cardinal. Vous avez étudié en épidémiologie à McGill et donc vous êtes maintenant chercheuse et vous travaillez dans les études translationnelles afin donc de mieux prédire les greffes rénales. Et donc, vous vous intéressez particulièrement à la prise décisionnelle. Et ça, c'est intéressant là, de voir justement le travail qui est en arrière, en amont, lorsque justement ces transplantations-là ont lieu. Andrea Lodi, vous êtes professeur titulaire au département de mathématiques et de génie industriel de Polytechnique Montréal. Et donc, votre domaine, c'est les données massives. Vous êtes d'ailleurs titulaire de la chaire d'excellence sur l'utilisation des données massives pour la prise de décision en temps réel. Et donc, vous travaillez aussi dans l'optimisation de la planification des soins de santé. Première question, comment vos chemins se sont-ils croisés? Bien, je vais rebondir un peu sur ce que Nadia a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que des fois, ils ont des gens qui ont des problèmes et qui vont vers eux. Bien, c'est un peu ce qui est arrivé avec Andrea et moi. Moi, j'avais un problème, je suis allée vers Andrea. Donc, mon problème, c'est que je suis néphrologue transplanteur dans CHUM, et puis donc, nous, on reçoit les appels le jour, le soir, la nuit, pour savoir si on a un rein qui nous est offert par Transplant Québec. Et à ce moment-là, on doit prendre une décision relativement rapidement, à savoir, est-ce qu'on accepte l'offre qui nous est faite maintenant par Transplant Québec ou est-ce qu'on passe notre tour dans l'espoir d'avoir une meilleure offre pour le patient? Et c'est une décision qui ne doit pas être prise seulement par nous, mais en collaboration avec le patient. Et il y a des décisions faciles, les donneurs de 20 ans sans problème de santé, ou encore les donneurs de 85 ans qui sont avec d'autres problèmes de santé, mais entre ces deux spectres-là, il y a une zone de gris où certaines choses sont faisables pour certains patients, mais pas pour tous. Des fois, c'est difficile et on doit prendre la décision rapidement, et c'est pour ça que je suis allée consulter Andrea. Qu'est-ce que vous avez amené donc dans le raffinement, on pourrait dire, des techniques employées par Héloïse Cardinal, Andrea Lodi? J'avais déjà travaillé sur le domaine de la transplantation, en effet, de point de vue de reine, et on va en parler peut-être pas plus tard, oui. Mais de point de vue de particuliers, les problèmes, comme Héloïse l'a défini maintenant, on a commencé à travailler ensemble avec les données massives. Ça, c'est qu'on a regardé l'apprentissage profond, l'apprentissage par imitation, donc les choses qui ont été développées pendant les dernières peut-être 5-10 ans. On a regardé le problème d'une façon assez différente et nouvelle. Donc, vous regardez ça vraiment avec, on pourrait dire, le grand angle. Oui, ouais. Tout à fait. Par exemple, qu'est-ce que vous croisez comme données? Qu'est-ce qui est intéressant de mélanger pour être capable d'avoir des portraits nouveaux des situations? Bien, en général, l'idée, c'est que un être humain, en général, quand il prend des décisions, il peut prendre des décisions associées à des facteurs, un certain nombre de facteurs qui ne sont pas très, très grands parce que notre cerveau, peut-être, n'est pas capable de regarder à beaucoup de facteurs en même temps. Ouais. Et l'intelligence artificielle, de ce point de vue-là, mais même l'optimisation, comme Louis-Martin et Nadia en ont parlé, est capable de regarder beaucoup de choses, beaucoup de facteurs en même temps. Et surtout, on est capable maintenant d'avoir une expérience énorme, que ce n'est pas l'expérience que le docteur a développée pendant sa carrière,
ce qu'il a regardé, les nombres de patients qu'il a vus, mais c'est les nombres de patients que tous les docteurs ont vus pendant beaucoup d'années. Donc, on a les données, on est en train de collecter les données, d'utiliser les données qu'on était associées au travail de beaucoup de gens en même temps. Et ça, je pense que pour une épidémiologiste, d'avoir des données massives et de pouvoir mettre des algorithmes sur ces données-là, je veux dire, ça, c'est pour vous, c'est un je ne dirais pas que c'est le nirvana, là, mais vous êtes, la chercheure en vous est très, très, très contente là, qu'on soit capable de faire ça aujourd'hui. Il n'y en a jamais assez. Oui. Qu'est-ce que, justement, Andrea expliquait un peu qu'est-ce qu'on était capable de croiser. Pourriez-vous comme continuer à nous expliquer ça, justement? Qu'est-ce que ça a apporté de nouveau, ce traitement de données-là, dans votre travail? Oui. On peut peut-être, regardez, moi, je pourrais peut-être passer aux questions, là, ici. Là, Excusez-moi, je ne vous voyais pas, là. Je vous tourne le dos. Monsieur Mathieu. Non, mais c'est parce merci que de rester... Je me dis, là, on essaie de comprendre, mais de quelle espèce de décision il faut prendre ici. Puis là, alors là, mesdames et messieurs, je vais vous demander de vous transformer ce soir, pour quelques instants, vous-même, en docteur Héloïse Cardinal, qui allez devoir prendre des décisions vous-même. Alors, si on veut bien passer à la question... Un donneur décédé est identifié par Transplant Québec. Vous êtes un chirurgien transplanteur. Alors là, vous avez une décision à prendre. Lequel de ces patients aura une priorité absolue pour recevoir ce donneur? Est-ce A, une mère de 4 jeunes petits bébés, enfants, seuls à la maison? B, un jeune de 19 ans avec tout l'avenir devant lui? C, une riche personne d'affaires au sommet, l'apothéose de sa carrière, ou D, aucun de ces patients n'a de priorité sur les autres. Mesdames et messieurs, A, B, C ou D, le choix est difficile. Vous devez exécuter rapidement. Le rein attend. Alors, mesdames et messieurs, votre choix et votre verdict. Oh! On a des gens égalitaires dans la salle. Là, on a une forme d'unanimité. Hein, On dirait même peut-être une forme de communisme. Oui. Est-ce que ces gens ont raison? Oui. Et ces gens ont raison. Et non seulement ça, je voudrais juste préciser que ce ne sont pas les chirurgiens ou les néphrologues qui décident à qui va la priorité. Les priorités sont établies par Transplant Québec et les chirurgiens et les néphrologues doivent décider s'ils acceptent ou non une offre de Transplant Québec. Mais la priorité, elle est faite par Transplant Québec et elle est partout pareil à l'intérieur du Québec. Et donc, il y a des priorités pour les urgences médicales. Par exemple, des patients qu'on n'est plus capable de dialyser et qui ont absolument besoin d'une greffe. Ça, c'est une priorité absolue. Il y a une priorité pédiatrique, mais pédiatrique, c'est 18 ans et moins. Donc, celui qui a 19 ans vient de se disqualifier pour cette priorité-là. Et puis, pour les autres, il n'y a pas de... C'est un système de points. Hein? Alors, quand on sort des priorités absolues dont j'ai parlé, comme l'urgence médicale, puis il y en a quelques autres. Ensuite, pour l'attribution générale, c'est un système de points qui tient compte de plusieurs facteurs. Par exemple? Par exemple, le temps d'attente. Le temps d'attente en dialyse. Alors, plus ça fait longtemps qu'on est en dialyse et qu'on attend, plus on a de points quand un donneur se présente. Il y a d'autres critères. Un qui est assez important par rapport au travail qu'on fait, Andrea et moi, c'est le fait qu'il y a des points pour d'attribution qui sont donnés si le donneur et le receveur sont proches en âge. Alors ça, c'est assez important. Compatibilité. Donc compatibilité en fonction de l'âge. Il y a les deux. Il y a la compatibilité en fonction de l'âge, puis une compatibilité en fonction des tissus pour essayer de réduire le risque de rejet. C'est important de dire que ce système de points est public. On connaît exactement l'algorithme pour calculer les points. Donc, ce n'est pas vraiment quelqu'un qui prend des décisions d'une façon obscure. Opaque, et on connaît très bien tout ce qui est associé à ça. C'est même disponible sur l'Internet. N'importe qui peut chercher. C'est sur le site de Transplant Québec. C'est très bien expliqué. Bon, là, vous avez mentionné... J'ai envie de pousser une autre question. Oui, allez-y. C'est que le docteur Cardinal nous a lancé le défi de dire, écoutez, il faut que vous compreniez ma vie. Mais là, je pense que la deuxième question, elle ressemble plus à votre vie, hein? C'est ça? Oui. Alors, mesdames et messieurs, alors là, maintenant, ça y est, pour vrai, vous êtes docteur Cardinal. Et là, vous avez une décision à prendre. Pour votre patient, maintenant âgé de 30 ans, vous souffrez d'une maladie rénale chronique, le rein duquel
duquel des donneurs décédés suivants préféreriez-vous recevoir? Est-ce le rein d'un homme de 80 ans, le rein d'une femme de 30 ans, mais qui souffrait de diabète, le rein d'un homme de 60 ans en bonne santé, ou celui d'un homme de 50 ans souffrant d'hypertension? Alors là, Mathieu, écoute, là, c'est pas évident, là. On est vraiment dans des, je dirais, dans des détails qui font mal, là. J'aimerais pas avoir à prendre cette décision-là. Là, c'est du gris. Oui, versus c'est du gris. c'est des tons de gris, là. Alors, mesdames et messieurs, si vous voulez bien, maintenant, on va regarder votre choix. Oh! Alors, un homme de 60 ans en bonne santé. Alors, est-ce qu'il y en a ici? Veuillez vous le... Non, non. Est-ce que c'est une... Encore une fois, le public, je devrais dire qu'il est très sage. On a des réponses quand même qui rejoignent les conclusions de chercheurs qui travaillent là-dessus pendant des années. Est-ce que c'est encore le cas? C'est la bonne réponse, ou en tout cas la meilleure réponse, c'est probablement le B, une femme de 30 ans qui souffrait de diabète. Alors, ce ne sont pas tous les diabétiques qui développent la maladie rénale chronique. Et donc, évidemment, on ne choisirait pas ou on n'offrirait pas quelqu'un qui a une maladie rénale comme donneur. Donc, ici, évidemment, la femme de 30 ans qui souffrait de diabète, elle n'a pas de maladie rénale, donc elle a un bon rein. Hein. C'est 20 à 40 des patients diabétiques qui vont développer de la maladie rénale. Et donc, ça peut parfois être compliqué. Oui, en effet, cet exemple, cette question est importante pour regarder à ce qu'on appelle the big picture. C'est-à-dire, ici, on a deux facteurs sur l'âge et les maladies peut-être, mais en même temps, il y a beaucoup d'autres choses qu'on est en train de regarder, comme la compatibilité. On est en train de regarder l'histoire du patient, l'histoire le matching, donc la compatibilité vraiment entre les deux. On est en train de regarder beaucoup de choses différentes qui vont échapper peut-être dans le raisonnement d'un médecin et peut-être ils sont liés à l'expérience, mais quand on est capable de regarder beaucoup de ces facteurs-là en même temps et sur beaucoup de patients et des couples entre patients et donneurs, donc on a plus de chances de prendre une décision informée à propos de ça. Mais là, on est vraiment très loin d'un peu l'image d'Épinal qu'on a tous peut-être dans le grand public quand on parle de transplantation, c'est-à-dire qu'on pense au groupe sanguin tout de suite, hein, on apprend le donneur universel, le receveur universel. Donc, ce que vous nous dites là, c'est que la compatibilité, c'est beaucoup plus de facteurs que ça. Là. J'aimerais que vous nous expliquiez justement là, cette science de la compatibilité. Là. Bien, en fait, la compatibilité des groupes sanguins est réelle. Fait que les règles de transplantation d'organes suivent les règles de transfusion sanguine. Mais il y a plus que ça, dans la mesure où il y a aussi d'autres systèmes par lesquels on évalue la compatibilité. C'est des systèmes qui nous montrent à quel point le donneur et le receveur se ressemblent. Et puis, il y a un système qui s'appelle le système HLA. C'est des molécules qui sont très, très différentes d'un individu à l'autre. Puis, on est capable de les typer. Et puis, plus elles sont proches entre le donneur et le receveur, plus le risque de rejet est faible. Alors, ça, on a ça dans les grandes bases de données en général, puis on peut voir l'effet de ça. Puis, il y a aussi des fois des gens qui ont des anticorps qui contre les molécules HLA de d'autres personnes, soit parce qu'ils ont déjà eu des transplantations, ou encore parce qu'ils ont été transfusés, ou chez les femmes qui ont eu des grossesses. Et ça, si on a un donneur qui a un HLA et puis un receveur qui a un anticorps contre ce HLA-là en particulier, bien, en général, on ne fait pas la transplantation. Ah oui. Ce que Kevin a décrit avant, c'est très important. En effet, on n'a pas toutes les réponses. Et donc, dans ce point de vue-là, ce qu'on va regarder, c'est l'histoire. On a des dizaines de milliers de patients dans l'histoire. On a fait une transplantation sur un patient avec un donneur. Les données du patient et du donneur étaient celles-là et la transplantation a
bien marché pour un certain nombre d'années. Donc ça, c'est une indication, mais on ne peut pas regarder à ça avec un patient, on ne peut pas regarder avec 2 patients, on doit regarder dans beaucoup de patients, les plus de patients possibles, les plus de transplantations possibles pour voir, d'apprendre qu'est-ce qui est les patterns, donc le type de choses qu'il y a dedans et éventuellement prendre une décision de ce type-là. Donc, vous avez mentionné les histoires. Hein. Je pense que ce que vous nous dites, c'est que vraiment, il faut être capable de raffiner ce qui fait qu'une transplantation est une réussite ou le contraire, c'est une transplantation qui ne fonctionne pas. Les facteurs sont énormes. Et là, ce que vous nous dites, c'est qu'avec ces données massives-là, on est capable de plus en plus de raffiner les histoires des échecs ou des choses ou des transplantations qui fonctionnent. Avec les techniques qu'on connaît maintenant, qu'on est capable d'utiliser maintenant, on ne peut pas dire pour l'instant la causalité exactement. On ne peut pas vraiment dire oh, c'est exactement pour ça que les transplantations ont bien marché, mais on peut dire que statistiquement, certains types de transplantations avec beaucoup de données ensemble, ils ont bien marché et donc on prend des décisions basées sur ça. Finalement, c'est des décisions statistiques qu'on va prendre. Oui. Mais par la statistique, j'aimerais qu'on revienne justement sur des données de base sur justement la qualité en fait, la possibilité qu'une transplantation aille bien selon que le donneur est vivant ou est décédé. Il y a des chiffres qui existent là-dessus, Dr Cardinal. Oui. Alors, donc, le projet dont on parle, dont on a parlé jusqu'à date, c'est un projet où on essaie de créer un outil de soutien à la décision clinique quand on a une offre pour un donneur décédé qui nous est proposé par Transplant Québec. Mais évidemment, il y a un autre type de don qui est le don à partir d'un donneur vivant. Puis, dans les statistiques, je pense que de façon répétitive, ça a été bien démontré que ce genre de don-là ou de rein-là dure beaucoup plus longtemps. Donc, c'est sûr que l'idéal, ça serait d'avoir un donneur vivant pour tous nos patients. Malheureusement, au Québec, 85% des transplantations sont faites à partir de donneurs décédés. Au Canada, c'est autour de 70%. Donc, ce n'est pas la majorité des gens qui reçoivent un donneur vivant. Bien, il y a quand même une différence statistique importante là, entre le Québec et le Canada. Comment on explique ça? On n'est pas tout à fait certain de la réponse, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des efforts très importants qui viennent d'être déployés. Dans la dernière année, il y a un programme provincial de dons vivants qui a été développé qui va être subventionné de façon récurrente par le gouvernement pour essayer que le Québec rejoigne la moyenne nationale. Est-ce que, par exemple, les travaux que vous faites, Andrea, pourraient aider à faire ça? Oui. En effet, c'est ça le type de problème que j'avais déjà travaillé avec avant de ce type de choses qu'on fait maintenant. C'est qu'on appelle on l'appelle les kidney exchanges, donc l'échange des reins. Et l'idée dedans ça, c'est j'ai besoin d'une transplantation, quelqu'un de ma famille ou un copain, quelqu'un voulait me donner un organe, un rein en particulier, mais on n'a pas de compatibilité. Et donc, ce qu'on essaye de faire, c'est de construire des matchings avec des chaînes, c'est-à-dire relative, la personne qui veut, quelqu'un de ma famille va donner le rein à quelqu'un d'autre dans un échange à deux. Ça veut dire que la personne de ma famille va donner un rein à quelqu'un de votre famille, par exemple, à vous, par exemple, et quelqu'un de votre famille va donner le rein à moi. Et donc, ça aide à faire deux transplantations qui, autrement, ce n'était pas possible de faire. Parce qu'on a découvert que dans les histoires, il y a de la compatibilité, c'est ça. On met ce type de patients-là dans des couples, parce que c'est la couple entre un patient et un donneur. On les met dans un pool, c'est-à-dire un ensemble de personnes qui sont dans cette situation-là. Et avec les mathématiques avancées, on essaye de construire les compatibilités meilleures. On essaye de construire des chaînes dans lesquelles finalement chacun est servi et obtient une transplantation à la fin. Et
techniquement, c'est pas évident de point de vue mathématique, mais c'est pas évident même de point de vue de la gestion, de la logistique dans la chose, parce que il faut que toutes les transplantations sont en même temps, parce que sinon ça arrive quelquefois. Si j'ai déjà reçu les reins, quelqu'un de ma famille après, les jours après, peut-être c'est pas complètement dans l'esprit de donner maintenant son rein à quelqu'un d'autre. Donc toutes les choses doivent être en même temps. Donc construire des chaînes qui sont longues peut-être 20 ou 10 différentes transplantations, c'est pas une bonne idée. C'est vraiment fascinant. Et ça, on pouvait pas penser faire ça il y a seulement quelques années, Héloïse Cardinal. Bien, en fait, on le fait. Il y a plusieurs pays. C'est des programmes d'échange comme ça avec des registres qui sont nationaux la plupart du temps. Il y en a un au Canada, il y en a aux États-Unis. Je sais que Andrea avait travaillé là-dessus en Europe. Je pense que... donc, effectivement, ça fait quand même pas si longtemps que ça. Là, ça fait probablement moins d'une dizaine d'années que ça existe. Ça a permis de faire des transplantations qui n'étaient auparavant pas réalisable. C'est vraiment quelque chose qui est une avancée majeure. Je pense qu'Andrea apporte aussi une nouvelle perspective dans ce genre de... Avec les projets qu'on travaille maintenant, en effet, avant, les mathématiques derrière l'échange des reins étaient une mathématique très compliquée, mais du point de vue de dire on va maximiser le nombre de patients qu'on va garantir en transplantation. Ouais. Maintenant, dès qu'on comprend mieux la relation entre la qualité du matching, donc la qualité le type de réussite qu'en certaines transplantations va être bonne sur un certain patient avec un certain donneur. Donc, on a la possibilité d'appliquer des mathématiques assez différentes. On travaille avec ça avec ma collègue Margarida Carvalho à l'Université de Montréal, et on est en train de regarder des choses comme ça. C'est fascinant. Vous dites qu'il y a une dizaine d'années, on ne pouvait pas réaliser ça. En terminant, j'aimerais qu'on parle justement d'un rêve. Vous êtes néphrologue, vous les voyez, vous les connaissez, ces gens qui attendent notamment de recevoir un organe. C'est quoi les chiffres au Québec, par exemple, là, à ce moment-ci? Combien de gens sont en attente d'un rein? Au Québec, il y a environ 500 patients qui attendent pour une transplantation rénale. Ouais. Au Canada, c'est autour de 3000. Bon, c'est toujours, même s'il n'avait qu'une personne, ce serait toujours une personne de trop, mais vous me corrigerez, je suis peut-être trop optimiste, mais 500 dans une population de 8 millions d'habitants, c'est jouable d'être capable de trouver des gens, et même si on prend le Canada au complet, il y a quand même du jeu pour réussir à juguler ces problèmes-là. C'est certainement ce qu'on souhaiterait. Je crois qu'on est certainement capable de faire beaucoup mieux. Mais si on regarde aux États-Unis, 50% de donneurs vivants, mais il y a quand même 50% qui viennent de donneurs décédés. Fait que, effectivement, comment est-ce qu'on va réussir à combler cet écart-là? Parce qu'on sait que c'est le meilleur traitement qu'on peut offrir à nos patients. C'est meilleur que la dialyse? Tellement. Ouais. En fait, transplantation versus dialyse, il n'y a pas de comparaison. Alors, la transplantation améliore la qualité de vie, elle améliore l'espérance de vie aussi. Malgré les médicaments anti-rejet? Oui, clairement. Ah oui. Oui, malgré toutes les complications, statistiquement, ça a été démontré à de multiples reprises. Fait que c'est certain que la transplantation, oui, puis le top du top, c'est la transplantation à partir d'un donneur vivant juste avant qu'on commence la dialyse. Donc, d'éviter la dialyse et au moment où on devrait faire de la dialyse, de faire un don vivant. Ça, c'est vraiment la Cadillac. Ben, en fait, c'est ce qu'on voudrait pour tout le monde. Ouais. Puis, je pense que le programme provincial va faire de gros efforts pour aller sensibiliser les gens, mais c'est pas toujours facile. J'imagine, je me mets à la place de nos patients. Comment tu demandes un rein? Si personne ne te l'offre, comment tu demandes un rein? C'est pas évident. Alors, mais aussi, c'est ça, c'est qu'on ne sait pas non plus, on ne sait pas. En général, c'est peut-être pas assez su qu'on peut très bien vivre avec seulement un rein. Donc, des donneurs qui sont en santé, si on garde un rein,
on peut passer tout le restant de notre vie en santé. Tout à fait. Ouais. Fait que donc, je pense que ce qu'ils vont faire, entre autres, il va y avoir plusieurs mesures qui vont être prises, mais une des choses qui va être faite, c'est d'aller faire des conférences dans les centres de dialyse un peu partout, des conférences à l'intention des patients, mais aussi de leurs familles et de donneurs potentiels, et des professionnels de la santé. Andrea, qu'est-ce qu'il reste à faire dans votre domaine, justement, pour raffiner encore ces techniques-là là, que vous maîtrisez quand même assez bien? On est vraiment au début de la... Ah ouais? De choses. Donc, l'intelligence artificielle, l'apprentissage machine, le deep learning, on l'a bien développé. À Montréal, ça a été super. Et dans certains domaines, donc on parlait avant de l'imagerie, et maintenant on est en train d'essayer de l'utiliser ailleurs. Et c'est pas donné, c'est pas évident qu'il va être la même chose. Il faut vraiment comprendre les différences entre les domaines. Il faut vraiment travailler fort là-dessus pour comprendre qu'est-ce qui arrive. Et il y a beaucoup de mathématiques et beaucoup de choses à faire à peu près chaque domaine. Donc vous êtes au début là, du travail. On est tout à fait au début. Ah, oui. Donc votre collaboration est là pour durer? Ouais. Ah oui. Clairement. Quelle bonne nouvelle. Je suis persuadé qu'il y a des gens qui connaissent, des gens qui attendent peut-être des organes, qui sont très contents de voir que des gens planchent vraiment et en font leur carrière donc de plancher là-dessus. Absolument fascinant. Andrea l'a dit, Héloïse Cardinal, merci beaucoup pour cette entrevue. Vraiment. Merci. Merci. Luc, je sais que vous êtes quelqu'un d'optimiste, mais je ne sais pas pour vous, mais moi, ce genre de soirée-là, ça me requinque. On ne vit pas toujours avec des bonnes nouvelles et de voir des gens, justement, qui mettent au point des techniques qui sont vraiment novatrices. De voir comment des techniques qu'on ne croirait pas applicables à la santé, il y a beaucoup des mathématiques, l'optimisation opérationnelle, l'optique et tout ça, au contact des cliniciens, disent ben voyons donc, j'ai une solution pour toi. Oui. Et on voit que des chercheurs qui se rencontrent, des disciplines aussi qui se rencontrent, bien, ça peut faire naître des solutions qui sont originales pour répondre à des problèmes. De ça, il y a le patient. Et ça, c'est ce qui nous rallie tous et c'est la source de toute cette créativité-là. Je pense que c'est quelque chose qu'on a tous inclus dans nos démarches, le patient. Ouais.